C'est la vidéo choquante qui est devenue tristement célèbre dans le monde entier. Une jeune femme apparemment jetée d'un pont du squelette, faisant une chute mortelle. Il n'y a pas de corde attachée à cette personne. C'est très très évident dans la vidéo. À présent, 3 personnes sont accusées de son meurtre et le gouvernement fédéral fait face à une poursuite civile. De mon point de vue personnel, tout le monde impliqué est responsable de cela. Voici tout ce que nous savons sur la tragédie du saut pendulaire. Voici Scandal, présenté par Law and Crime. Je suis Sierra Gillespie. C'est une histoire particulièrement difficile à aborder, surtout parce qu'elle aurait pu être évitée. Et pourtant, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, une jeune femme de 21 ans dans la fleur de l'âge, a littéralement été jetée d'un pont du squelette au Brésil, tombant de 40 mètres sur le lit rocheux de la rivière en contrebas. Et il y a tellement de choses à analyser dans cette histoire, depuis l'absence de réglementation dans le saut pendulaire jusqu'aux accusations de meurtre auxquelles 3 personnes font maintenant face. Il y a aussi le mystère de la caméra que Maria aurait portée au moment de sa chute et la question de savoir s'il y a eu une manipulation présumée des preuves puisqu'elle n'a toujours pas été retrouvée. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Scandal, nous allons analyser toutes les informations disponibles, du moment précédant le saut pendulaire tragique à aujourd'hui. Toutes les personnes impliquées, la chronologie et la suite à prévoir. Le scandale du jour nous conduit à La Limeira, au Brésil, à environ 145 km au nord de São Paulo. Limeira abrite ce qu'on appelle le Ponte do Esqueleto, ce qui se traduit par le pont du squelette. Construit il y a des années pour une extension ferroviaire, ce pont n'a jamais été achevé. Il y est resté des décennies, la nature reprenant ses droits et laissant derrière elle un paysage glaçant au nom inquiétant. De plus, la région est devenue très populaire ces dernières années pour le saut pendulaire. Des gens viennent de centaines de kilomètres pour sauter de ce pont. C'est un peu devenu un rite de passage clandestin pour les passionnés de saut pendulaire. Voici l'avocate brésilienne Andrea Libarca. En ce qui concerne le pont lui-même, il a été construit pour faire partie d'une ligne de train nationale qui en réalité n'a jamais traversé ce pont. Le train n'est jamais venu. Donc ce pont est resté inutile pendant de très nombreuses années. Et ses activités se déroulaient ici pendant de très nombreuses années. Et rien n'a été fait pour arrêter cela. Ils ont mis des panneaux d'un côté, mais les gens entraient par des propriétés privées qui étaient proches du pont. Donc, ils ne voyaient même pas de panneaux. Ils savaient juste qu'il y avait un pont et qu'ils devaient y accéder d'une manière ou d'une autre. Le pont lui-même appartient au gouvernement fédéral, mais les mairies des 2 villes concernées partagent aussi la responsabilité à ce sujet. Ils devaient mettre des panneaux, ils devaient s'assurer d'empêcher les gens d'accéder à ce pont parce qu'il est connu depuis de très nombreuses années que c'est un endroit dangereux. Après que tout cela soit arrivé, le gouvernement fédéral s'est engagé à faire exploser le pont. Ils vont le démolir. Et la ville est impliquée. Elle va mettre en place des accès pour empêcher les gens d'accéder à ce pont des 2 côtés. Même si cela n'arrive pas, mais cela vient de se produire maintenant. Cela aurait dû arriver il y a bien longtemps. Et aussi, malgré tout cela, le saut à la corde n'est pas vraiment une nouvelle activité. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé hier. Donc, si cela n'allait pas être absolument interdit, cela aurait dû être réglementé il y a bien longtemps. Le manque de protocole de sécurité sera un thème récurrent dans cette affaire. Un procès a même été intenté contre le gouvernement fédéral brésilien pour l'absence de réglementation sur le saut pendulaire et des procédures de sécurité insuffisantes. Mais je vais un peu trop vite. Avant d'aborder les poursuites judiciaires ou les accusations criminelles déposées, nous devons d'abord parler de la victime dans cette affaire. Il s'agit de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, âgée de 21 ans. Selon ses amis et sa famille, Maria était pleine de vie et pétillante. On se souvient d'elle comme étant énergique, aventureuse et passionnée par la nature ainsi que les sports de plein air. Il n'est donc pas surprenant que Maria restait constamment active. Au moment de sa mort, elle était en fait étudiante en éducation physique et en gestion du sport, selon le Straits Times. Maria vivait avec sa famille à Jangira, juste à l'extérieur de São Paulo, et travaillait au Pano Bianco Academia, un centre de remise en forme. Après la mort de Maria, son équipe a publié
Aujourd'hui, nous avons dit au revoir à une personne très spéciale, à notre famille Pano Bianco Silverstone. Maria Eduarda a marqué par son dévouement, son affection, sa joie et le respect qu'elle montrait envers tous. Ta présence illuminait l'environnement et ton souvenir restera à jamais dans nos cœurs. En ce moment de profonde tristesse, nous nous unissons dans la prière et la solidarité avec la famille, les amis et les collègues, en leur souhaitant force et réconfort pour affronter cette perte. Puissent les bons souvenirs, les moments partagés et l'amour qu'elle a laissé être une source de paix et de réconfort. Repose en paix, Maria Eduarda. La maman de Maria a également publié une déclaration bouleversante. Elle dit « Ma fille bien-aimée, aujourd'hui plus que jamais, j'aurais voulu te serrer dans mes bras 1000 fois, comme ton départ me fait mal. Je t'aime pour l'éternité, ma princesse. Et merci infiniment d'avoir fait partie de ma vie pendant ces 21 années. Quel honneur ce fut de t'entendre m'appeler maman. Mon Dieu, merci pour ce privilège. » Et cela nous amène au jour tragique de la mort de Maria, le samedi 13 juin. Maria et son partenaire sont allés au pont du Squelette pour faire du saut pendulaire. Depuis l'éclatement de cette histoire, de nombreux débats ont eu lieu sur le saut à la corde et sa confusion avec le saut à l'élastique, alors que selon l'expert Matt Lawrence, ces deux activités diffèrent de beaucoup. Pour un œil non averti, cela semble être un saut à l'élastique, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de cordes élastiques dans cette activité. La dissipation de l'énergie potentielle, appelons-la ainsi, se fait grâce à la résistance de l'air au mouvement de balancier du pendule, alors que dans le saut à l'élastique, cela se fait par la dissipation de l'énergie à travers les rebonds de haut en bas que le caoutchouc emmagasine dans la corde. Donc, vous rebondissez de haut en bas, les oscillations deviennent de plus en plus petites et c'est ainsi que cette énergie est dissipée. Donc, même si cela semble assez similaire, vous savez, quelqu'un qui saute d'une structure, en réalité, c'est très différent et c'est traité différemment par la réglementation. Selon les experts, le saut à la corde ne devrait pas être plus dangereux que le saut à l'élastique, mais bien souvent, il l'est. D'après ce que je comprends, le saut à la corde étant une activité assez récente, elle n'est pas très réglementée. Je n'ai connaissance d'aucune norme de sécurité existante pour cela. Il existe de nombreuses normes de sécurité pour le saut à l'élastique. Selon la juridiction dans laquelle vous vous trouvez, vous utiliserez l'une ou l'autre. Mais en ce qui concerne les sauts à la corde, il n'existe aucune norme de sécurité. C'est donc vraiment le principal problème. Selon Matt, la barrière à l'entrée pour le saut à l'élastique est vraiment élevée. Il y a beaucoup de protocoles et de procédures à suivre. Mais dans le cas du saut à la corde, surtout dans ce monde souterrain et dans des endroits précaires comme le pont Skeleton, beaucoup de réglementations nécessaires n'existent tout simplement pas. Par exemple, un second regard ou simplement une liste de contrôles de sécurité. Ce qui est requis lorsque vous rédigez un manuel d'exploitation de site, c'est une série de listes de contrôle que tout le monde doit suivre pendant qu'ils effectuent les connexions. Et donc, avant que cette personne n'arrive au bord, il y a 10 choses qui doivent se passer. D'accord, vérifions d'abord les harnais, puis une seconde fois. Deuxièmement, prenez la corde, attachez-la à l'appareil, cela est également vérifié une seconde fois. Et avant cela, ils ne peuvent même pas être détachés de leur ligne de sécurité, car vous savez, il devrait y avoir une ligne de sécurité attachée à cette personne jusqu'à ce qu'elle soit connectée à tout le système de gréement. Donc toutes ces étapes doivent être respectées. Contrôle du harnais, vérification des connexions, vérification des points d'ancrage, tout cela doit être fait avant que quiconque puisse même se mettre en position de sauter. Et une fois qu'ils sont en position, il y a toute une autre série de vérifications qui doivent être effectuées. Mette tes pieds au bord, avance jusqu'à ce point, puis à l'autre. Je compte jusqu'à 3. Tu fais ceci, puis cela. Et si cela ne se passe pas correctement, il faut reculer et recommencer. Dans le cas de Maria, ce ne serait pas ce qui s'est passé. Et je dis cela en me basant sur plusieurs éléments, y compris les témoignages des témoins. Igor Dins était présent au moment du saut de Maria et a déclaré aux médias brésiliens G1, je cite, « Au moment où tout s'est produit, on pouvait entendre les gens derrière demander « Où est la corde ? Elle n'a pas de corde. » Les opérateurs ne savaient pas quoi dire. Toutes les personnes présentes ont paniqué et n'avaient aucune réponse. Un autre instructeur, non nommé, a fait une déclaration à la police civile. Selon UOL Noticias, ils ont déclaré, je cite, « Ce que j'ai entendu, c'était « Mon Dieu, la fille, aidez la fille », parce qu'il est normal que la personne crie en sautant et que la foule autour crie avec elle. J'ai entendu des cris, et quand je me suis retournée, c'était déjà arrivé. Il n'y a pas que des témoignages oculaires. Il existe une vraie vidéo de la chute de Maria. Je connaissais ces haïs. Mais oh, Nous avons arrêté la vidéo en plein vol pour que vous ne voyiez pas l'horreur de ce qui se passe ensuite.
Mais Maria chute de l'équivalent de 13 étages jusqu'au sol, alors que des hommes la jettent littéralement du côté d'un pont. Et la position dans laquelle se trouvait Maria mérite d'être soulignée. C'était une pose à la Superman, où les ouvriers portèrent la personne au-dessus de leur tête, puis la lançaient en l'air pendant que la sauteuse tendait les bras comme Superman. Environ un mois avant le saut de Maria, l'influenceuse des réseaux sociaux Estefany González a publié un post montrant qu'elle était sur le même pont en squelette, faisant le même saut avec les mêmes personnes qui ont aidé Maria. Estefany a réalisé une série de vidéos après la mort de Maria pour expliquer ce qu'elle avait vécu. Elle affirme que les organisateurs leur ont interdit de distraire les opérateurs de cordes et que plusieurs contrôles de sécurité ont été faits avant le saut. À propos de l'expérience de Maria, elle a dit « Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ». Cependant, nous savons ce qui s'est passé. Selon la vidéo et les témoignages des témoins, Maria a été jetée du pont squelette sans corde. On peut apparemment entendre des gens en arrière-plan des vidéos crier « la corde »,« les gens, la corde » ou « les gars, la corde ». Je sais qu'il est très difficile de croire que cela se soit passé ainsi en même temps, mais c'est possible. J'ai paniqué quand j'ai vu la vidéo parce que je me suis dit, tu peux voir que ce n'est pas sécurisé. Arrêtez, les gens crient, les gens hurlent qu'elle n'a pas de corde, arrêtez et ils n'ont pas entendu. Sans doute car ils entendent souvent des cris en faisant cela et ne doivent pas se laisser distraire pour éviter de blesser la personne. Mais il est difficile de croire qu'une telle chose arrive. Et voilà le problème. D'après des experts comme Andreoli, le saut pendulaire est très courant au Brésil, mais parfois cela peut être très illégal. Ils ne l'avaient pas et n'avaient même pas d'entreprise officielle. Ils auraient peut-être été inculpés s'ils avaient été pris en train de faire ça, parce qu'en plus, ils n'avaient même pas d'entreprise. Ils n'avaient pas d'autorisation, mais l'endroit où cela s'est produit était déjà le théâtre d'accidents précédents. De ce genre, ils n'auraient donc jamais obtenu cette autorisation de toute façon. De plus, quelques minutes avant la chute mortelle de Maria, elle a publié un message désormais énigmatique sur les réseaux sociaux, écrivant « Qui était la folle qui m'a laissé sauter d'un pont ?» La réponse à cette question serait 6 personnes. 3 ont été arrêtés mais non inculpés, donc leurs noms n'ont pas été divulgués, mais 3 autres ont été inculpés. Il s'agit de Vitor G. Freitas Gonçalves, âgé de 27 ans, Luis Felipe Feliciano Igarot, âgé de 32 ans, et Maicon Fernandez Sintra, âgé de 42 ans. Selon NBC News, les 3 hommes étaient instructeurs de saut le jour où Maria est tombée. Ils ont dit aux enquêteurs que Maria n'était pas attachée, mais ne se souvenaient pas qui devait vérifier son équipement de sécurité une seconde fois. Depuis la mort de Maria, les 3 hommes ont été inculpés de meurtre. Ils sont poursuivis pour homicide. Cette affaire soulève un très vieux débat sur l'intention ou la faute, ce qu'on appelle dolus ou culpa. Ils sont initialement poursuivis pour homicide avec l'intention de tuer quelqu'un, ce qu'on appelle homicidio doloso. Lorsqu'il s'agit d'un cas d'homicide où il n'y a pas d'intention mais de la négligence, c'est ce qu'on appelle homicidio culposo. Quand on parle de négligence, d'incompétence, du devoir de protéger mais de l'absence de protection, ces cas-là ne sont pas punis par une peine de prison. On n'est pas emprisonné pour ce type de crime. Donc, quand on n'est pas emprisonné pour un certain type de crime, on ne peut pas l'être. On ne peut pas être en détention provisoire. C'est ce qui se passe en ce moment. Il y a 3 personnes en détention provisoire à cause de ce crime. Et pour obtenir cette détention provisoire, ils doivent d'abord les inculper d'homicidio doloso. Selon les experts, selon des experts comme Andreoli, il est assez étrange que ces 3 hommes aient été inculpés de meurtre. Voilà ce qui se passe. Cette affaire a attiré beaucoup d'attention médiatique. Et quand cela arrive, parfois ces affaires sont traitées différemment de la façon dont elles le seraient dans d'autres cas. Dans d'autres affaires, par exemple. Nous avons beaucoup d'autres affaires, des cas similaires d'accidents liés au sport, et ceux-ci ont toujours été traités comme non intentionnels, comme de la négligence, comme de l'impéritie. Dans ce cas, à cause de l'attention médiatique, cela a été traité comme s'ils avaient eu l'intention de tuer ces personnes.
En tant qu'avocate, je ne pense pas que cela ait été appliqué. Nous approfondirons tout cela dans un instant, mais devons aussi parler de ce qui s'est passé après la chute de Maria. Nous vous avons déjà montré la vidéo bouleversante de sa chute libre dans les airs, tombant de 13 étages jusqu'au sol rocheux en contrebas. Mais d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, Maria a d'abord survécu à la chute. Et aussi miraculeusement, sur les lieux se trouvait une infirmière qui n'était pas en service. Reza Diaz, âgée de 26 ans. Reza était la prochaine à sauter quand Maria est tombée. Alors elle s'est précipitée auprès de Maria, où elle l'a trouvée en train de respirer difficilement avec un pouls très faible. Reza a raconté aux médias bruts qu'elle a réconforté Maria, disant, je cite, « Je lui ai même parlé. Je plaisante souvent, personne ne meurt pendant mon service. Et j'ai dit à Judas, personne ne meurt pendant mon service, même si je n'étais pas en service alors. » Même avec les efforts héroïques de Reza, il était trop tard. Les secours sont arrivés sur les lieux vers 9h55 du matin. À ce moment-là, Maria a été déclarée morte, selon plusieurs rapports. Les blessures subies par Maria étaient si graves qu'elle n'a même pas été transportée à l'hôpital pour être soignée. Au lieu de cela, elle a été déclarée morte sur place et emmenée directement à l'Institut de médecine légale pour une autopsie. Mais les efforts héroïques de Reza ne se sont pas arrêtés à sa tentative d'aider Maria. Elle a également fourni aux enquêteurs un indice important après le saut de Maria. Selon Reza, toutes les personnes qui ont loué une GoPro ce jour-là ont reçu un bracelet jaune. Elle a remarqué que Maria portait un bracelet, ce qui signifie qu'elle portait apparemment une caméra au moment de son saut. Cependant, les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé la caméra, ce qui signifie qu'elle est soit manquante, soit qu'elle a été intentionnellement retirée du corps de Maria. Après la chute, le New York Post rapporte que les enquêteurs ont publié une déclaration sur la caméra. La police civile poursuit ses investigations afin d'éclaircir complètement la dynamique des événements, d'identifier toutes les responsabilités pénales et de localiser. La caméra utilisée par la victime au moment du saut, considérée comme un élément important pour reconstituer ce qui s'est passé, Parce que la caméra était avec la victime tout le temps. La caméra montrera si elle a remarqué l'absence de corde, si elle devait s'arrêter et si elle ou les autres en étaient conscients. mais la façon dont la caméra a disparu fait toujours débat. Certains témoins disent l'avoir soi-disant vu être retirée du corps de Maria. L'accusation est qu'il faisait partie de l'équipe qui s'assurait que ce saut avait bien lieu. L'une des personnes arrêtées est celle qui se trouvait au bas du pont et qui est accusée d'avoir caché la caméra. La caméra, qui n'a pas encore été retrouvée, mais un témoin affirme l'avoir vu prendre la caméra sur le corps. C'est un autre point, l'allégation selon laquelle l'un des suspects aurait volé la caméra ou altéré des preuves. Des rapports indiquent qu'ils ont fui après la chute mortelle de Maria, mais des experts précisent que cela n'implique pas forcément un signe classique de culpabilité. Je comprends que, bien sûr, ils savaient que ce qui s'était passé était un crime, mais je ne pense pas que le fait qu'ils se soient enfuis signifie qu'ils étaient coupables de quelque chose ou qu'ils aient planifié parce que ils ne l'ont pas fait et ne se sont pas enfuis comme c'était prévu. Ils se sont juste enfuis. Ils étaient sous le choc. Andrieli dit que les suspects ont été inculpés de meurtre, pas forcément parce que c'est la bonne qualification pour le crime présumé, mais presque comme un moyen de les retenir ici. L'enquête se poursuit pendant un total de 45 jours, avec une possible prolongation de 45 jours supplémentaires. Mais une fois terminée, ils pourraient tout simplement être relâchés. C'est possible, mais un procès potentiel l'est aussi. J'imagine que la défense va faire valoir cela. C'est une affaire d'homicide involontaire. Et pourquoi donc? Il y a une notion en doctrine pénale qui distingue le dol éventuel et la faute consciente, c'est-à-dire, d'un côté, il y a l'intention, mais ce n'est pas tout à fait clair. Vous savez qu'il y a un risque et vous vous fichez que quelqu'un puisse mourir à cause de cela. Et dans la faute consciente, vous êtes dans une situation où vous savez qu'il y a un risque, mais vous espérez que cela n'arrivera pas. Au fond de vous, vous pensez faire de votre mieux pour éviter que cela n'arrive, pour ne pas laisser cela se produire. Et voilà le hic. C'est très difficile à prouver devant le tribunal, donc lorsqu'il y a le moindre doute, le tribunal doit donner le bénéfice du doute à la personne mise en cause. C'est pourquoi je pense que cette qualification va tomber, parce qu'il sera très difficile de prouver l'intention dans ce cas.
Même s'il y a beaucoup de négligence dans cette affaire, avec de nombreux événements qui ont conduit à cet accident et où il aurait dû y avoir plus de responsabilités, le gouvernement aurait dû bloquer le pont. La police aurait dû surveiller ce qui se passait. S'ils savent qu'il y a toujours un risque d'accident, que des gens vont là-bas pour sauter, il devrait y avoir une forme de sécurité sur place. Les personnes qui voulaient faire ce saut auraient au moins dû demander une autorisation. Elles auraient dû avoir une entreprise légale au minimum, et ce n'était pas le cas. Et tout le reste qui s'est passé pour rendre cela possible, pour rendre cet horrible accident possible. Mais au tribunal, ce qui va être analysé, en réalité, ce sont seulement les faits de ce jour-là qui ont conduit à cet accident. N'est-ce pas? Donc, vous avez les autorités fédérales, les autorités de l'État et la police qui vont répondre à cela sur le plan administrativement. Ils vont répondre à cela dans leur propre service. Mais quant à la mort elle-même, cela ne va concerner que les personnes qui étaient là au moment où elle la portait, qui auraient dû la sécuriser. Et pour ces personnes, il sera très difficile de prouver qu'elles avaient l'intention de la tuer. Nous en discuterons plus en détail à l'entretien, mais prouver l'intention ici reste délicat. Ce n'est pas une affaire de meurtre ordinaire dont nous parlons dans Scandale. Bien sûr, il est possible qu'il y ait une négligence, mais cela signifie-t-il qu'il y a eu meurtre prémédité et intentionnel? La théorie n'est pas qu'ils étaient tellement imprudents qu'ils s'en fichaient, mais plutôt qu'ils ne se souciaient pas de savoir si elle vivait ou mourait. Ça va être difficile à prouver parce que, d'après les déclarations jusqu'à présent, ils ne savaient vraiment pas qu'elle n'avait pas de corde. Ce sera difficile pour les procureurs car la charge de la preuve est très élevée, ce que nous aborderons pendant l'entretien. Toutefois, la charge de la preuve est moindre devant le tribunal civil. Et cela est également pertinent dans ce cas, car des villes locales ont intenté un procès contre le gouvernement fédéral après la mort de Maria. La municipalité de Limeira a intenté un procès contre le gouvernement fédéral, alléguant qu'il est responsable de la mort de Maria en raison d'un manque de compétences dans cette zone à très haut risque. Limeira soutient que le gouvernement a ignoré à plusieurs reprises les signaux d'alerte concernant le pont du squelette et a même permis à des entreprises de saut à la corde non réglementées d'utiliser ce pont comme lieu d'activité illégale. Je pense que c'est un procès solide parce que le pont relève en fait de la responsabilité du gouvernement fédéral. Ils auraient donc dû sécuriser le pont, mais ils n'étaient pas les seuls responsables. Toute autorité liée à la sécurité de la ville aurait pu le faire, aurait pu faire cela. Pas seulement le gouvernement fédéral, ils auraient tous dû le faire. Mais lorsqu'il s'agit de discuter de la responsabilité, je pense qu'il est très clair qu'elle incombe au gouvernement fédéral dans ce cas. Des rapports indiquent que le pont sera démoli après la mort de Maria. Andrieli précise que si le gouvernement fédéral est jugé responsable, il risque une lourde amende. Une conseillère municipale a déclaré à Jeon, le gouvernement fédéral l'a autorisé, le maire a fourni l'équipement et le pont sera démoli. L'important, c'est qu'aucune vie ne sera perdue ici. Selon le New York Post, le bureau du secrétaire à la sécurité publique de São Paulo a également déclaré, je cite, « J'ai vu de nombreux morts, des crimes, des criminels. Je pratique des sports extrêmes. Je n'ai jamais vu un cas aussi répugnant et emblématique de mépris pour la sécurité et la vie d'autrui que celui-ci. » Donc, nous avons parlé de deux grandes affaires juridiques ici, n'est-ce pas? L'affaire pénale à laquelle plusieurs des suspects sont confrontés et l'affaire civile. Mais selon André Andrioli, il pourrait aussi y avoir une troisième affaire à l'horizon. Il y a eu beaucoup de commentaires sexistes sur le fait qu'elle était une jeune fille et des gens parlaient de leur envie de voir son corps. Je dirais seulement que ceux qui ont fait ces commentaires répugnants sur son corps à la morgue et sur la façon dont cela allait se passer. Ils font l'objet d'une enquête. Nous avons eu 2 députés qui se sont rendus au parquet et ont demandé qu'une enquête soit menée sur ces personnes à propos de leurs commentaires. Il y a donc vraiment une enquête à 3 volets sur tout ce qui se passe ici, avec plusieurs procédures judiciaires et ou poursuites en cours en même temps.
Mais au final, Maria et sa famille méritent justice. Elle a été enterrée le 14, juste un jour après sa mort. Sa famille a publié un communiqué déclarant « Il est essentiel que toutes les responsabilités soient établies et que tous les impliqués répondent de leurs actes et omissions. » Je veux dire, c'est vraiment une affaire dévastatrice. Et ce que je n'arrive pas à accepter, c'est que tout cela était totalement évitable. Cette jeune femme n'avait pas à mourir. Mais maintenant, il ne nous reste plus qu'à ramasser les morceaux et à essayer de comprendre les informations dont nous disposons. Pour mieux cerner tout cela, je voudrais me tourner vers une invitée spéciale qui suit vraiment cette affaire depuis qu'elle a éclaté. C'est Jessie Weber de Law and Crime, animatrice de Sidebar. Jessie, merci beaucoup d'être venue sur Scandale. C'est un plaisir de te voir aujourd'hui. Heureux de te voir et merci pour l'invitation. J'adore ça. Je suis déjà venu 2 ou 3 fois, je dirais. Oui, c'est la 3e fois? Merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. Oui. Et Jessie, nous parlons d'une histoire que je sais que tu as déjà couverte au moins 3 fois dans Sidebar. Celle-ci est tellement triste. Les détails de cette affaire, je veux dire, peux-tu m'expliquer ça? Comment quelque chose comme ça a-t-il pu arriver? Je n'arrive pas à m'en remettre. C'est la question, n'est-ce pas? L'un des facteurs compliquants, c'est que cela se passe au Brésil. Tu sais, c'est déroutant de voir comment quelque chose comme ça peut arriver n'importe où. Mais quand tu as affaire au Brésil, aux autorités locales, à la loi locale et aux médias locaux, je ne sais pas si quelque chose se perd dans la traduction et si on arrive vraiment à comprendre ce qui se passe. Mais il me semble évidemment qu'il y a eu une erreur qui a été commise. Enfin, ça soulève une question et ce qui est vraiment intéressant, c'est que 3 personnes ont été arrêtées et inculpées. Il y a 3 autres personnes qui auraient apparemment été arrêtées. Je ne pense pas qu'elles aient encore été inculpées. Mais ils ne peuvent pas déterminer, d'après les rapports, à qui incombait la responsabilité de l'attacher correctement. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est la présence d'une corde visible dans la vidéo. Je ne sais pas si c'est vraiment cette corde, mais n'importe qui la voyant être soulevée dans cette position de Superman et soi-disant jetée de la plateforme peut voir qu'elle n'est attachée à rien. Et juste après, on l'entend sur l'enregistrement. Les gars, la corde, la corde, la corde. Quelqu'un dit que la corde n'est pas attachée. Comment quelque chose comme ça peut arriver? Si l'on en croit l'un des avocats de la défense, ils ont fait plusieurs de ces sauts, ce sont des professionnels. Comment se fait-il que vous n'ayez pas de liste de contrôle? Comment pouvez-vous rater ça? Maintenant, il y a peut-être une explication. Ils diront qu'ils étaient distraits, que des gens les filmaient, peu importe. Ce n'est pas une excuse parce que c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Est-ce qu'elle est attachée? Et ce qui rend cela encore plus troublant, ce ne sont pas seulement les accusations auxquelles ils font face et ce qui lui est arrivé, mais il y a aussi l'affirmation qu'il y a eu une dissimulation après coup. 2 d'entre eux auraient essayé de s'enfuir. Il y a des preuves manquantes. C'est vraiment une affaire très troublante. Oui, il y a tellement de choses que l'on peut analyser dans ce que tu viens de dire, mais je vais commencer par le commencement. Les bases de la sécurité. Je sais que l'Amérique est connue pour être très procédurière. On est prêt à poursuivre en justice et on doit signer des décharges partout. Mais il semble, du moins d'après les recherches que j'ai faites et je crois aussi d'après les experts à qui tu as parlé, que la pratique du saut pendulaire est assez courante au Brésil, mais cela ne veut pas dire que c'est légal. En fait, c'est illégal. Et il y avait beaucoup de protocoles ou de procédures qui n'étaient tout simplement pas en place. C'est ce que tu as constaté? D'après ce que j'ai compris des experts, ils disent qu'on peut faire ça. Le saut pendulaire n'est pas illégal, mais le faire depuis ce pont-là l'était. Ce pont abandonné était une ancienne voie ferrée, qu'on appelait le pont squelette. Ils vont maintenant le démolir parce qu'il y a eu tellement de réactions négatives à cause de ça, mais il y avait aussi des inquiétudes depuis un certain temps pour des raisons de sécurité. Mais le saut pendulaire existe vraiment. C'est comme le saut à l'élastique. La différence, bien sûr, c'est que pour le saut à l'élastique, la corde est différente. Et quand tu descends, il y a cet effet de rebond vertical. Pour le saut pendulaire, on te lance puis tu te balances comme un pendule. C'est quelque chose de réel, mais il faut avoir la certification appropriée. L'un des aspects troublants de cette affaire, c'est qu'ils disent que le groupe qui gérait ça n'était pas certifié. Ils n'avaient pas de licence. Ils n'étaient pas autorisés à faire cela, ce qui, je pense, sera un facteur important pour l'affaire judiciaire, mais ils menaient prétendument cette activité. Et c'est une activité d'aventure. Ça arrive. Heureusement, cela ne se termine pas toujours ainsi, mais c'est évidemment une activité risquée. Vous évoquez une décharge de responsabilité. Oui, bien sûr, quelqu'un renoncerait à son droit de poursuivre en justice s'il participe à une activité dangereuse. Mais j'avancerai l'argument que cela ne vaut que si les protocoles sont respectés. Ce n'est pas le cas si, par exemple, on ne vous attache pas correctement.
vous ne renoncez pas à ce droit. Ne pas être attaché avec une corde ne signifie pas renoncer à ses droits. Par exemple, sauter avec une corde et heurter accidentellement un mur, c'est très différent. Et je ne pense même pas qu'une décharge, si cela arrivait aux États-Unis, je ne pense même pas qu'une décharge accorderait nécessairement l'immunité au groupe ou aux personnes impliquées dans cette affaire. Mais c'est une réalité, ça arrive. Et je pense qu'il y a vraiment une question à se poser. Premièrement, comment ont-ils pu fonctionner de cette manière sans avoir la certification ou l'autorisation appropriée? Et deuxièmement, quelles étaient leurs qualifications? Y a-t-il eu une défaillance? Y a-t-il eu une négligence ici? Vous savez, l'un des experts à qui vous avez parlé et que nous avons d'ailleurs mis en avant tout au long de cet épisode est Matt Lawrence, un expert en saut à l'élastique qui a en gros tout passé en revue, et c'est quelque chose que vous avez souligné. Oui, ces gars-là auraient pu être distraits. Des gens prenaient des photos ou vidéos, comme souvent lors de sauts à l'élastique, surtout aux États-Unis. J'ai des amis qui l'ont déjà fait. Ils prennent des photos, ça arrive, et pourtant je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Mais ce que Matt a souligné, c'est que d'habitude, il y a une deuxième, voire une troisième ou même une quatrième personne pour vérifier et s'assurer que, d'accord, est-ce que cette corde est bien attachée? Est-ce que le dispositif de secours est bien attaché? Est-ce que tout est en ordre avant même que la personne ne se mette en position de saut? Toutes ces choses doivent être vérifiées. Et il semble que dans ce cas, ça n'a pas été fait, comme tu l'as souligné. On la voit littéralement en chute libre dans la vidéo. Et cela m'amène à ma prochaine question, à savoir l'allégation d'une dissimulation ici. Il y a eu des rapports selon lesquels Maria portait une caméra corporelle, une caméra qu'elle avait sur elle. Elle avait même ce bracelet qui indique qu'elle portait une caméra corporelle, et pourtant la caméra n'a pas été retrouvée. Il semble qu'il y ait des rapports selon lesquels elle aurait peut-être été volée ou retirée de la scène. Que pensez-vous de cela, de l'allégation de manipulation de preuves? Il y a donc deux aspects à cela, n'est-ce pas? Après que cela se soit produit, il y a l'allégation selon laquelle deux des accusés se seraient enfuis dans une zone boisée avant d'être appréhendés. Nous appelons cela en droit la conscience de culpabilité. Deuxièmement, il y a eu 3 autres arrestations de 3 personnes impliquées dans cette affaire. Et cela repose sur l'une des allégations d'entrave à la justice. Donc, il y a une allégation selon laquelle il y aurait eu suppression de preuves numériques, peu importe ce que cela peut être. J'ai entendu dire qu'il s'agirait peut-être des comptes de réseaux sociaux de l'entreprise. Intéressant. Mais oui, il y a eu des rapports selon lesquels Maria Eduarda avait une caméra GoPro, ce qui ne serait pas inhabituel pour quelqu'un qui pratique des activités aventureuses d'avoir ce genre d'appareil. Et il y a eu au moins, je crois, un témoin qui s'est manifesté et qui a dit avoir vu la caméra être retirée. C'est très inquiétant. Nous avons appris que lors des 3 arrestations et des suivantes, des mandats de perquisition ont été délivrés pour essayer de localiser où se trouve cette caméra. A-t-elle été détruite, enlevée? Où est-elle? Nous l'ignorons. Mais c'est, si les allégations sont vraies, une pièce à conviction importante parce que, premièrement, elle ne documentera pas seulement la chronologie, mais je suis curieux de savoir si elle a enregistré des communications, des conversations à propos de la corde, si elle était attachée ou non. Et je pense que ça va vraiment être essentiel, en dehors du fait que vous savez, mon Dieu, à quel point ce serait incroyablement dévastateur d'entendre et de voir ces images de sa chute. Je veux dire, c'est tout simplement impensable et tellement terrifiant. Mais c'est vraiment important. Qu'est-ce que ça a capturé avant les moments, les minutes, les secondes qui ont précédé le moment où elle a été jetée de cette plateforme? Donc, c'est un élément clé de preuve qu'ils doivent retrouver dans cette affaire. Et quand j'en ai parlé pour la première fois, j'ai dit « Attendez une minute, la GoPro a disparu. » Je me suis dit « Comment se fait-il que vous ne l'ayez pas trouvée? Elle doit forcément être dans la zone. » Et puis l'idée qu'elle ait peut-être été emportée. Donc cela alimente cette idée que, vous savez, ce serait une toute autre histoire s'il s'agissait d'un pur accident, d'un simple coup du sort. Ensuite, cela amène à l'idée que si des personnes essaient de dissimuler ou auraient tenté de dissimuler ce qu'elles ont fait, c'est ce qui rend l'affaire encore plus solide. Oui, donc vous avez parlé ici de la conscience de culpabilité, ce qui, si c'est vrai, si les personnes ont effectivement couru pour prendre cette caméra et l'emporter, pour moi, cela montre clairement une conscience de culpabilité parce qu'ils se disent « D'accord, quelque chose s'est clairement mal passé ici. Je veux supprimer cette preuve. Je veux m'en débarrasser, l'effacer de la scène. » Cela me conduit à une question. Avons-nous une culpabilité liée à ces allégations? Mais avons-nous l'intention, le mens rea? Parce que les accusations ici incluent le meurtre, mais pour moi, cela ressemble davantage à de la négligence. Qu'en pensez-vous de cet aspect-là? J'ai donc parlé à Adreli Barca, qui est un avocat pénaliste brésilien, et je dois vous dire que je suis encore un peu confus par rapport à toutes ces accusations, mais en gros, il s'agit d'un homicide avec intention éventuelle ou d'un homicide avec dol éventuel. Et je pense que c'était un moyen de les garder en détention
afin que l'enquête puisse se poursuivre et qu'ils puissent recueillir des preuves. Mais quand j'ai lu les articles à ce sujet, ces accusations ne signifient pas nécessairement qu'ils avaient l'intention de la tuer, mais qu'ils ont agi de manière tellement imprudente qu'ils ont ignoré un risque clair et connu. Si vous vous demandez comment ils ont pu ignorer qu'elle n'était pas attachée ou ne pas l'attacher aux cordes, vous comprenez pourquoi une telle accusation a été retenue ici. Je n'ai rien vu qui suggère qu'ils avaient planifié cela, qu'ils voulaient sa mort, qu'ils avaient l'intention de la tuer. Mais parce que la situation est tellement flagrante et que les allégations sont tellement anormales, ce n'est pas l'idée que la corde est cassée, mais qu'elle n'était pas attachée. Vous comprenez pourquoi ils affirment que ce n'est pas un simple accident ou négligence, mais quelque chose de plus grave. Je ne suis pas expert en droit brésilien, mais c'est ainsi que je le vois. Et c'est une accusation très grave. Et j'ai aussi appris cela d'Adrieli. Ils ne peuvent pas aller en procès à moins que tout le monde soit inculpé. Par exemple, s'ils inculpent 3 personnes, ils ne peuvent pas les juger séparément et attendre pour les autres. Tout le monde doit être inculpé et jugé ensemble lors du même procès. Donc, 3 ou 6 personnes. Et je lui ai dit, eh bien, qu'en est-il des 3 autres personnes qui ont été arrêtées et qui ne faisaient même pas partie du sceau? Il y en avait un en bas, il y en avait un qui l'a opéré. Elle m'a dit qu'ils partageraient tous, en gros, la responsabilité de ce qui s'est passé. Alors écoute, je pense que ça rejoint cette idée que c'est quelque chose d'intermédiaire. D'après ce que je vois, entre un meurtre intentionnel et une simple négligence, c'est quelque chose de plus grave que ça et de moins grave que ça. C'est ça. Ce n'est pas une affaire normale couverte dans scandale comme Brian Walsh qui avait fait des recherches Google accablantes et dont la femme disparaît soudainement. D'accord, ça montre, tu sais, la préméditation, l'intention. Ce n'est pas le cas ici. Mais ce que tu as souligné, le fait qu'ils doivent tous être jugés en même temps, c'est intéressant de voir les différences entre ce qu'on a et ce qu'on voit ici aux États-Unis par rapport au Brésil. Et autre chose dont je voulais parler en parlant du Brésil et de tout ça, c'est le gouvernement fédéral ici. Donc la ville ou la commune, peu importe où cela s'est produit, je crois qu'ils tiraient la sonnette d'alarme depuis des années et disaient « SOS, aidez-nous s'il vous plaît ». Les gens viennent sur ce pont surnommé le pont Squelette, qui au minimum porte le nom le plus effrayant. Non seulement ça sonne effrayant, mais ça a aussi l'air effrayant. Je veux dire, c'est comme un pont inachevé qui n'a jamais vraiment été utilisé pour ce pourquoi il avait été construit, le chemin de fer. Il est un peu recouvert d'arbres et de mousse. La nature reprend le dessus. Les gens viennent dans ce monde souterrain du saut à la corde pour sauter d'ici, mais la municipalité réagit. Et ce n'est pas génial. Et ils prétendent que le gouvernement fédéral incitait en gros les gens à venir ici pour promouvoir cela. Je veux dire, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Je pense que c'est un aspect vraiment important et troublant de cette histoire. Il y a eu des lettres envoyées au gouvernement fédéral pour demander la fermeture de cet endroit, disant que c'était dangereux, qu'il y avait déjà eu des accidents là-bas, et il a fallu qu'il se passe quelque chose comme ça pour que ce soit démoli. Revenons à la conscience de culpabilité, c'est très différent. Vraiment? Tu ne dirais pas que si tu vas démolir le pont après ça, ça confirme un peu ce que tout le monde avait prévenu. Et je pense que c'est vraiment un gros problème. Maintenant, en même temps, ça n'allège pas. Ça n'enlève rien à la responsabilité potentielle des personnes impliquées. Ils ont quand même organisé ce saut. Ils restent potentiellement responsables. Mais le fait qu'ils aient eu accès à cet endroit, qu'ils aient eu la possibilité de faire ça, c'est un autre aspect important de cette affaire et un autre gros problème que le gouvernement va devoir régler. Je veux dire, même le maire de cette municipalité est vraiment très surpris et bouleversé par ce qui s'est passé ici. Oui, ce serait une chose si, vous savez, le gouvernement avait installé des barrières ou, vous savez, bloqué l'accès et que les gens avaient escaladé ou contourné, vous voyez, ce serait une chose. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Il me semble qu'il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait aucune mesure de sécurité. Vous savez, il semble que, du moins d'après ce que j'ai vu dans les reportages, le gouvernement a juste laissé faire. Et comme vous l'avez dit, maintenant ça va être démoli. Je veux dire, dans l'ensemble, c'est vraiment une affaire tragique. Mais je vais vous poser cette dernière question, Jessie. Qu'attendez-vous pour la suite? 3 personnes sont inculpées, 3 autres arrêtées. Que va-t-il leur arriver? Attendez-vous un procès ou une libération? Selon vos meilleures hypothèses, que vous attend-il? Je ne suis pas expert en droit ou enquête brésilien, mais selon mes discussions et interviews, il semble qu'il faille encore rassembler plus de preuves dans cette affaire. Ils doivent examiner ce que montrent les preuves numériques. Je pense qu'ils doivent regarder le mode opératoire. Qu'ont-ils fait dans le passé? Quelles sont leurs certifications? Quelle est leur formation?
toutes les situations où Maria Eduarda a été impliquée dans cette affaire. Et ils doivent retrouver cette GoPro. Ils doivent vraiment retrouver cette caméra et aussi interroger les témoins sur ce qu'ils ont observé avant cet événement, parce que la question se pose, comment est-il possible qu'elle n'ait pas été attachée avant d'être apparemment jetée de ce pont? Donc je pense qu'ils doivent comprendre, trouver plus de preuves. Ils vont devoir prendre une décision concernant l'inculpation des 3 autres personnes qui ont été arrêtées. Et je crois qu'au Brésil, il y a un délai dans lequel ils doivent le faire. Et s'ils disent « d'accord, nous allons les inculper ou ne pas les inculper », alors l'affaire va avancer contre les personnes inculpées. Et il sera intéressant de voir quelle sera la défense. La défense, jusqu'à présent, on voit cette idée qu'ils étaient sous le choc. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui était responsable de quoi. Donc, on voit un peu le doigt être pointé vers d'autres personnes. Mais je pense que nous en sommes encore au premier stade de tout cela. Et encore une fois, essayer de faire un reportage sur quelque chose qui se passe dans une autre juridiction, c'est difficile, mais nous faisons de notre mieux et nous essayons d'en parler avec les bons experts, parce que c'est vraiment une histoire importante. Et la raison pour laquelle je l'ai vu, c'est parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. J'ai vu à quel point c'était fou. Je me suis dit, c'est une histoire qui mérite de l'attention. Quand j'ai entendu parler des accusations criminelles, je me suis dit, là, il faut vraiment qu'on s'y mette. Sa famille mérite des réponses. Sa famille mérite la justice, quelle qu'elle soit. Je pense que c'est une affaire vraiment importante concernant la responsabilité. Il faut souligner cela car, honnêtement, quand avez-vous évoqué le saut à l'élastique ou le saut pendulaire pour la dernière fois? Je ne veux pas qu'il faille une affaire comme celle-ci pour qu'il y ait, vous savez, un changement ou qu'il y ait un mouvement ou une modification de la loi, peu importe ce que c'est. Mais parfois, il faut quelque chose comme ça pour attirer l'attention sur un problème qui a été caché sous le tapis pendant pas mal de temps. Et je veux dire, tu l'as même dit toi-même, le fait qu'il y ait une vidéo d'elle en train d'être jetée du rebord, parce que c'est bien ce qui s'est passé. Nous avons tous vu la vidéo. C'est partout sur les réseaux sociaux et c'est bouleversant. Je veux dire, je n'arrive même pas à trouver un autre mot pour le décrire. D'ailleurs, on n'a même pas évoqué un point dont Andrélie m'a parlé. Tu sais qu'après que cela soit arrivé, des gens au Brésil faisaient des commentaires sur le corps de Maria Eduarda. C'est devenu le sujet de conversation. Ils disaient, je crois, que cela concernait son autopsie. Elle m'a dit que ces personnes pourraient être poursuivies pénalement pour leurs commentaires. et ça, pour moi, on en parle dans cet épisode. Pour moi, j'adore ça parce que c'est une jeune femme qui ne méritait pas ça. Elle avait 21 ans et sa famille, ses amis, le monde entier suivant cette affaire. On ne devrait pas faire de tels commentaires maintenant. Ce n'est pas le sujet principal. Cet aspect de l'affaire était intéressant. Je suis contente que tu aies soulevé ce point, Jessie. Oui, c'est elle qui m'en a parlé. C'était en fait la première fois que je l'ai interviewée. Elle m'a dit, avant même que tu commences, je dois mentionner ça. Et avant qu'on termine notre dernier entretien, elle voulait attirer l'attention là-dessus. Leurs protections de la liberté d'expression sont un peu différentes d'ici aux États-Unis, mais c'était un aspect important parce qu'on peut facilement imaginer la détresse que cela cause, et pour la famille, en plus de tout ce qu'ils vivent déjà. C'est une affaire tragique qu'on continuera à suivre dans Scandale. Chez Sidebar, tu as d'ailleurs été en première ligne dans tous les reportages. Merci Jessie Weber d'être venue partager ton expertise sur cette affaire. Merci beaucoup de m'avoir invité, Sierra Gillespie. J'apprécie toujours l'invitation. Et c'est là que l'épisode d'aujourd'hui de Scandale nous laisse pour l'instant. Si tu as aimé ce que tu as vu et que tu veux en voir plus, retrouve-moi sur les réseaux sociaux. Tu peux me trouver sur des plateformes comme Instagram sous le nom de Sierra Gillespie. Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui de Scandale. Comme toujours, c'est Sierra Gillespie à la présentation et je vous retrouve la prochaine fois.